nationale des caisses d'épargne et COP/FR pour ce nouveau numéro qui va traiter de la coopération. Alors juste pour les personnes qui nous rejoignent et qui n'ont pas encore, assisté à ce format, c'est un format volontairement court que nous proposons à nos membres et à nos partenaires et l'objectif, c'est vraiment de, pouvoir échanger sur des actualités, sur des réflexions que nos membres ont, actuellement et pouvoir, aussi, partager des réflexions et poser des questions sur les expériences pour favoriser les échanges pratiques. Donc c'est quelque chose qui est, plutôt, propre au labo qui est, l'idée c'est d'avoir aussi un espace un peu, convivial et un peu, pas confidentiel, mais en tout cas dans lequel, les gens peuvent plus facilement être libres de poser des questions et interagir. Ce sera enregistré et pour faire un replay auprès des membres, mais ça peut être aussi, communiqué au grand public, dans quelques mois. Donc voilà, c'est le 5e numéro qu'on propose actuellement et c'est toujours au moment, un peu avant le déjeuner sur un format court pour aller vraiment à l'essentiel. Alors, j'ai le plaisir, d'accueillir, Cédric Turini et Christelle Giraud-Dumert de COP/FR et on va traiter ensemble du thème des coopératives. Alors pourquoi les coopératives? Bah, c'est parce qu'en fait 2025, cette année, est l'année internationale, qui a été, déclarée par l'ONU et que, il y a eu tout un dispositif national qui a été, organisé par COP/FR, pour, justement valoriser le modèle des coopératifs et parallèlement à ça, la Fédération nationale des caisses d'épargne avait, lancé cette 3e étude prospective sur le modèle coopératif. Donc on s'est dit que c'était quand même 2 choses qui pouvaient avoir un sens de les mettre en lien. Donc dans une première partie, Cédric nous présentera l'étude que la fédération a faite, sur, le territoire national pour, comprendre la perception qu'ont les Français, du modèle coopératif et puis dans un deuxième temps, Christelle pourra réagir, en ayant justement une dimension un peu plus mondiale, un peu plus internationale pour voir si ce qui a été identifié au niveau de la France peut être, extrapolé ou se retrouve, au niveau, au niveau d'une plan international. Donc Cédric, si tu es d'accord, bah, je te laisse la parole pour présenter cette étude. Merci beaucoup. Merci Amélie, bonjour à tous. Je viens effectivement vous présenter les résultats de cette étude qu'on a réalisée cette année. Quand je dis on, c'est la Fédération nationale des caisses d'épargne, dans laquelle je suis directeur du développement coopératif et sociétal. Alors vous dire que les caisses d'épargne n'ont pas toujours été coopératives, elles ont plus de 200 ans d'existence, puisque la première a été fondée en 1818 par ce qu'on appelait à l'époque des philanthropes, qui ont eu l'idée géniale de créer le livret d'épargne accessible à tous, qui est devenu le livret A et qu'on connaît encore. On va dire à notre époque, avec notre vocabulaire d'aujourd'hui, que c'est une innovation sociale par des entrepreneurs sociaux, finalement, dès cette époque. Et les caisses d'épargne vont se choisir le modèle, le statut coopératif à partir de 99, date de création de la Fédération nationale des caisses d'épargne. Nous, on est une instance paritaire finalement pour les caisses d'épargne, puisque dans nos instances siègent à la fois les dirigeants exécutifs et les dirigeants non exécutifs des 15 caisses d'épargne, qui sont des banques souveraines sur leur territoire. Et donc notre mission première à la fédération, c'est de développer le modèle coopératif caisse d'épargne. Et ce modèle, il est fondé sur un triptyque. Premièrement, des banques 100% régionales. En caisse d'épargne, les décisions se prennent en région, les caisses d'épargne recrutent en région, achètent en région, collectent l'épargne en région et financent l'économie régionale avec l'épargne qu'elles ont collectée. Donc on pourrait dire un modèle en circuit court. Le deuxième élément du modèle coopératif caisse d'épargne, bah, c'est que ces caisses d'épargne appartiennent à leurs clients sociétaires. Donc nous, aujourd'hui, on a 4 400 000 sociétaires qui sont représentés par environ 2000 administrateurs. Et puis le troisième élément de cette définition du modèle coopératif caisse d'épargne, c'est qu'elles ont été, et on essaye encore aujourd'hui, d'être des pionnières dans les transitions de la société. C'est la création du livret d'épargne et du livret A en 1818. Ça a été par la suite une contribution forte à l'hygiène publique avec les bains-douches, à l'alimentation avec les jardins ouvriers, au logement social
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et puis plus récemment à des initiatives d'inclusion financière, notamment d'éducation financière ou de microfinance. Donc voilà un peu résumé ce modèle coopératif caisse d'épargne. Et donc, comme on a pour mission à la fédération de développer ce modèle, on le développe évidemment en interne, mais on le développe aussi et on contribue quelque part à son rayonnement à l'externe. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée, durant cette année internationale des coopératives, d'aller interroger les Français, déjà pour savoir s'ils connaissent ce modèle coopératif, et puis également pour sonder quelque part leurs attentes, leur appétence au développement de ce modèle, ce qui nous permet, nous, ensuite, d'aller porter la bonne parole coopérative, notamment auprès des décideurs publics. Et donc, les résultats que je vais vous présenter maintenant ont été présentés au Sénat avant l'été. Et donc, ça participe aussi d'un lobbying, on va le dire, et d'une influence en faveur, plus globalement, du modèle coopératif en France. Voilà. Alors notre objectif, je vous ai parlé du contexte, hein, ça va être vraiment à travers cette étude de mesurer la capacité du modèle coopératif à répondre aux enjeux de demain, puisqu'on a vraiment une démarche prospective. Le constat duquel on est parti, c'est que ce modèle semblait plébiscité. Avant qu'on réalise l'étude, c'est l'intuition qu'on avait au regard d'autres études dont on avait pu prendre connaissance. Donc globalement, un modèle qui semblait plébiscité quand même par les Français. Mais un modèle qui, malgré tout, ne se développe pas autant qu'on imaginerait qu'il puisse se développer en part de l'économie française. Voilà. Et donc la question était de savoir, est-ce qu'il est confronté à des freins, est-ce qu'il est confronté à des obstacles, et si oui, comment on peut peut-être imaginer les dépasser. Alors cette enquête, elle repose sur un sondage réalisé auprès de 5159 Français majeurs. Donc ça, c'est vraiment l'assise méthodologique de nos études, c'est qu'on va vraiment interroger les Français et surtout, on interroge un gros panel, ce qui fait que ça rend les résultats non seulement robustes, mais en plus, ça nous permet ensuite de décliner ces résultats régionalement. Et donc, on est capable ensuite d'apporter des visions régionalisées des résultats de nos études. Je ne reviens pas sur la méthode de recueil, qui est une méthode propre à notre prestataire Audirep. Et donc, ça s'est déroulé en mars sur une durée de questionnaire moyenne de 15 minutes. Alors, la première question qu'on a posée aux Français, c'est la question des valeurs, les valeurs actuelles, mais aussi les valeurs de demain. Et aujourd'hui, quand on leur demande quelles sont les valeurs que vous considérez comme dominantes dans la société actuelle, dans la société française actuelle, vous voyez sur le graphique que les valeurs qui ressortent fortement aujourd'hui, en tout cas telles qu'elles sont perçues par les répondants, ce sont des valeurs, on va dire, à dominante économique. C'est par exemple la rentabilité, c'est l'innovation, c'est la performance, l'efficacité, c'est le travail. Et on voit que les valeurs coopératives, au sens des valeurs qui ont été, vous le savez, étiquetées notamment par l'Alliance coopérative internationale il y a plus d'un siècle de ça, la démocratie, la solidarité, l'équité, l'égalité, sont des valeurs qui arrivent plus loin dans le classement. Donc aujourd'hui, ce qui domine, on va dire, dans la représentation collective, en tout cas actuellement, ce sont les valeurs de nature plutôt économique. Quand ensuite on pose la question aux Français de savoir quelles seraient les trois valeurs qui, selon eux, permettraient d'aller vers un monde meilleur, donc quelque part, quelles seraient les trois valeurs que eux-mêmes plébiscitent, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, les valeurs dites coopératives sont rehaussées dans les réponses, dans le classement. Vous voyez que tout de suite, on passe, hein, si je vous affiche la précédente, vous voyez où sont les valeurs en bleu. Et là, maintenant, quand on demande quelles sont les valeurs que vous plébiscitez, ben, on voit que l'égalité et la solidarité arrivent en deuxième et en troisième position. Et surtout, surprise, je dirais, ce à quoi on ne s'attendait pas forcément, c'est que la valeur numéro un qui est largement plébiscitée, vous le voyez bien au-delà des autres, c'est le respect. Alors, ce n'est pas une valeur propre au monde coopératif, en tout cas, elle n'est pas revendiquée proprement par les coopératives. Mais là, on voit bien que dans la société aujourd'hui, s'exprime ce besoin et cette attente, notamment de respect. Et donc, tout ça, ça nous donne une première indication. Ça signifie quelque part, les valeurs coopératives sont pas forcément les valeurs dominantes du monde actuel, en tout cas tel qu'il est perçu par les Français, mais en revanche,
semble plutôt bien correspondre aux aspirations des Français, c'est-à-dire aux valeurs qu'ils souhaiteraient voir se développer demain. Donc ça, c'est vraiment un premier insight, premier enseignement intéressant de ce sondage. Le deuxième lot de questions qu'on a adressé aux Françaises et aux Français, c'est tout simplement, est-ce que vous savez de quoi on parle quand on parle des coopératives? Voilà. Et là, bon, vous le savez, hein, c'est un modèle qui est assez méconnu. On en a la confirmation, vous le voyez sur la slide, 71% des Français interrogés sont incapables de citer spontanément le nom d'une coopérative. C'est d'autant plus remarquable qu'il y a des entreprises qui ont le mot coop ou coopérative dans leur nom. Donc voilà, on voit la difficulté aujourd'hui d'identifier ces entreprises-là dans la somme des entreprises françaises. De même, quand on demande aux Français d'estimer le poids économique des coopératives dans les différents secteurs d'activité, dans quel secteur trouve-t-on des entreprises coopératives aujourd'hui en France? Et êtes-vous client d'une entreprise coopérative dans ces secteurs? On voit que systématiquement, ils sous-estiment la part des coopératives dans le secteur d'activité en question. Je vous donne un exemple. Vous avez ici en deuxième position les banques. Les banques coopératives françaises représentent environ 2/3 du marché bancaire en France. Et donc, on voit qu'il y a on n'a que 29% là, de répondants qui affirment connaître des coopératives dans ce secteur. Et surtout, c'est intéressant, on n'en a que 12% qui affirment être clients d'au moins une banque coopérative. Or, en fait, ils sont beaucoup plus nombreux en proportion des Français à être clients d'une banque coopérative. Donc, non seulement ils sous-estiment le poids des coopératives, mais en fait, ils méconnaissent même quelque part le fait qu'eux-mêmes sont membres ou clients d'une coopérative. Et ça vaut pour les 4 secteurs d'activité qu'on a ici à l'écran. La question après, c'est celle de l'attractivité du modèle. Bon, certes, vous ne connaissez pas bien le modèle, mais est-ce que ce modèle, il vous parle à partir du moment où on vous explique en quoi il consiste? Et donc, on a fait ce travail, cet exercice lors des entretiens. Le sondeur a expliqué ce qu'était le modèle coopératif aux personnes interviewées. Et donc, ça donne les réponses que vous avez à l'écran. Est-ce que vous voyez une différence entre une banque coopérative ou une banque qui ne l'est pas? Donc, nous, on a posé des questions sur notre secteur d'activité, particulièrement. Ils sont 44%, donc pas tout à fait la moitié, à identifier des différences entre banques coopératives et banques non coopératives. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'ils méconnaissent ou qu'ils n'identifient pas eux-mêmes ces différences. Ça peut vouloir dire aussi qu'il n'y a pas suffisamment de différences. C'est aussi une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on est suffisamment différents, nous, banques coopératives, pour que cette différence soit perçue par nos clients, nos sociétaires et les Français en général? On a demandé également, est-ce que le fait qu'on soit coopératif peut être un critère de choix pour vous? Alors là, c'est intéressant, parce qu'on a quand même une assez forte majorité de répondants qui nous disent qu'effectivement, maintenant qu'on comprend ce qu'est une coopérative, on se dit que ça serait peut-être mieux, en tout cas, ça peut, sans être le critère exclusif et numéro 1 de notre choix, ça peut influencer positivement notre choix de bancarisation. Voilà. Et quand on leur demande c'est quoi la différence pour vous entre une banque coopérative et une banque qui ne l'est pas, ils comprennent que c'est majoritairement la propriété et deuxièmement la gouvernance qui les distingue. Et on voit qu'effectivement, chez les jeunes, il semblerait qu'on est sur les 25-34 ans, un peu plus d'appétence encore qu'on l'a sur le reste de la population, puisque là, ils sont 90% à dire que oui, ça pourrait être un choix, en tout cas un critère d'influence positif, un élément d'influence positive sur leur choix de sélection d'une banque. La question qu'on leur a posée ensuite, c'est est-ce que vous considérez que les coopératives sont des entreprises performantes? Parce que c'est vrai qu'on se disait, dans l'imaginaire collectif, pour ceux qui savent de quoi on parle quand on parle d'une coopérative, on peut peut-être être associé parfois à des modèles d'entreprise qui sont jugés moins performants que l'entreprise capitaliste, que la start-up, par exemple, dans l'imaginaire collectif des Français, les start-up dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Et donc, on leur a posé frontalement ces questions-là.
Et là, la surprise, ça c'est vraiment assez surprenant, sans que je sache vraiment trop l'expliquer, c'est qu'au contraire, vous voyez qu'en fait, euh, vous avez des barres où le rouge est dominant par rapport au jaune. Et donc, si le rouge est dominant, ça veut dire qu'en fait, ils considèrent que une société qui est contrôlée par ses salariés ou par ses clients, coopérative type Scope ou comme nous, coopérative de consommateurs, bah, c'est plus efficace sur les différents items qu'une entreprise où ce sont les actionnaires qui prennent les décisions. Donc ça, c'est intéressant. Le seul item, et ça, on le sait, nous, quand on est dans le secteur et qu'on est sur ces sujets, mais c'est toujours étonnant de voir que les Français ont une sorte d'intuition, de compréhension presque spontanée des enjeux quelque part du monde coopératif, c'est qu'en fait, le seul item où ils considèrent que l'entreprise capitaliste est plus performante, où elle a un avantage quelque part sur l'entreprise coopérative, c'est pour financer son développement. Et on sait que ça, c'est le sujet principal, évidemment, du modèle coopératif. C'est la plus grande difficulté à lever des fonds pour financer notre développement versus une entreprise capitaliste qui va pouvoir aller vendre ses actions ou ses obligations sur les marchés et lever plus facilement, alors sous réserve qu'elle ait l'efficacité de la performance et que son modèle soit convaincant pour les investisseurs. Mais sur tous les autres items, hein, que ce soit sur l'agilité, la capacité d'innovation, la culture d'entreprise, tout ça, l'entreprise coopérative ressort devant finalement l'entreprise capitaliste dans l'esprit même des Français. Là aussi, quand on se projette et on demande aux Français de se projeter, hein, quel serait le modèle d'entreprise le plus souhaitable selon vous, du point de vue de la propriété de l'entreprise, là, il y a une attente visiblement forte pour que les salariés se réapproprient ou s'approprient l'entreprise, puisque vous voyez que c'est 55%. Hein. Trouvez-vous souhaitable que les entreprises soient la propriété des salariés à 55%, des investisseurs à 13%. Donc voilà. Donc on voit que là, il y a une attente forte, je dirais, en tout cas un intérêt fort, bah, typiquement pour le modèle des scopes, plus encore que pour nos coopératives de consommateurs. Voilà. On sent que c'est pas naturel et spontané chez le Français ou les Françaises d'imaginer que le consommateur puisse prendre part au capital d'une entreprise. Voilà. Alors derrière, la question qu'il fallait leur poser, c'est, OK, c'est bien, vous semblez plébisciter le modèle, mais est-ce que vous êtes prêt à mouiller la chemise, mouiller le maillot pour le modèle? Parce que le modèle, il fonctionne aussi quand même sur l'investissement de ces sociétaires, de ces administrateurs. Donc est-ce que vous seriez prêt, bah, d'une part, à prendre des parts sociales dans votre entreprise coopérative, donc de participer financièrement, et est-ce que vous seriez prêt à donner du temps? Voilà. Et donc là, vous avez les résultats. Euh, on n'en a quand même qu'une moitié, hein, 54% qui déclarent que oui, ils pourraient ou ils aimeraient, ils seraient volontaires pour prendre une part financière. Et après, sur le temps, des gens qui seraient prêts, par exemple, à s'impliquer une fois par mois, on voit qu'on est quand même à 21%. Bon, voilà, il y a une appétence, mais elle n'est pas ultra majoritaire. Et on sait que ça, c'est du déclaratif. Donc vous imaginez bien quand ensuite on va voir les gens, on leur dit bah, c'est le moment de passer à l'action. Est-ce que tu viens à l'Assemblée générale? Est-ce que tu viens au conseil d'administration? Est-ce que tu es prêt à donner un coup de main pour bah, tout simplement pour les activités opérationnelles, comme c'est le cas dans certaines coopératives? Bah là, il y a quand même souvent un peu moins de monde. Donc là, on voit bien qu'on a quand même un obstacle. Et on a un obstacle d'autant plus important, évidemment, dans la mobilisation des sociétaires, que vous le savez, on est dans une société qui tendanciellement est en train de se démobiliser. Il y a de moins en moins de gens dans les associations, il y a de moins en moins de gens dans les partis politiques, il y a de moins en moins de gens dans les syndicats. Et donc on voit que tout le monde a du mal aujourd'hui à fédérer, à mobiliser. Et donc, bah, il est normal aussi que les coopératives soient percutées par cette tendance de société qui est quand même très profonde et qui s'observe dans la durée. Alors justement, on a terminé cette étude en posant des questions sur les enjeux de société. Est-ce que les coopératives, selon vous, sont bien adaptées aux enjeux et aux besoins exprimés par les Français?
Et donc, on a commencé déjà par questionner sur c'est quoi pour vous les besoins qui sont les plus mal couverts aujourd'hui en France? Les besoins les plus importants et les moins bien adressés quelque part. Et donc, sans surprise, hein, vous le voyez dans un certain nombre d'études, euh, dans les besoins aujourd'hui majeurs et insuffisamment couverts, ce sont les barres bleues, c'est la santé qui arrive en premier. Mais ce qui est étonnant, c'est que tout de suite derrière, qui talonne, sont la question des violences conjugales, familiales et sociales. Donc en fait, il y a un besoin de santé aujourd'hui, mais il y a aussi un besoin, on le voit quand même quelque part, d'une prise en charge des victimes de violences, on va dire ça comme ça, certainement d'accompagnement, mais peut-être aussi, on retrouve là quelque part aussi une préoccupation sur la sécurité. Et donc, eux considèrent qu'aujourd'hui, en tout cas sur la santé, c'est non seulement un besoin important, mais c'est un besoin mal couvert. Ils considèrent que sur les violences, c'est un peu mieux couvert. Mais en tout cas, il y a une carte à jouer pour les coopératives. Il y a une carte à jouer pour les coopératives parce que quand on leur dit, mais alors, est-ce que les coopératives pourraient apporter une solution à ces enjeux de société, à ces besoins? Ils nous disent oui globalement, c'est les barres rouges, mais ils nous disent oui particulièrement sur le sujet de l'alimentation et du logement. Voilà. Ils nous attendent un peu moins, le monde coopératif en tout cas, sur les questions de santé, sur les questions de violence, même de précarité un peu plus, mais là où ça ressort vraiment, c'est la question alimentaire et c'est la question du logement. C'est là où ils s'attendraient à ce que les coopératives se développent le plus et puissent développer des services et des solutions. Puisque là, le fondement même d'une coopérative à l'origine, hein, c'est de se monter en communauté pour répondre à un besoin qui est mal couvert ou insatisfait, hein. Alors, Cédric, comment il te reste vous... 2 minutes. Je vais conclure, tu vois. Quels sont pour vous les grands défis à relever pour demain? Sans surprise, on retrouve évidemment le sujet de la santé. Mais là, pour demain, dans leur projection vers l'avenir, ils attendent les coopératives, particulièrement sur le sujet de l'environnement, 89%, vous voyez, ça se détache, et sur le sujet du travail et de l'emploi. Voilà. S'ils avaient un vœu à formuler pour l'avenir coopératif et du développement des coopératives, c'est certainement dans ces deux domaines qu'ils attendent le plus de solutions coopératives. Je passe là-dessus et je résume, voilà, pour conclure. Donc, si on devait résumer les résultats que j'ai présentés, on les résume, ouais, en tout cas, nous, on les a résumés en 3 items. Le premier, c'est que ça reste un modèle qui est quand même méconnu, hein, des Français. Mais pour autant, c'est un modèle qui répond, ou en tout cas qui semble répondre à leurs aspirations. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si demain, on fait ce travail de communication, d'acculturation, d'information, de sensibilisation, on sait que si nous, par exemple, Caisse d'Épargne, on investit davantage sur ce sujet auprès de la société et de nos clients, on sait qu'a priori, on devrait être aligné par rapport à leurs aspirations et leurs attentes, ce qui, en termes de marketing, est plutôt une bonne chose. Le deuxième grand enseignement, c'est que c'est un modèle qui semble en tout cas plébiscité par les Français pour répondre à un certain nombre de besoins mal adressés aujourd'hui. Alors, c'est actuellement le sujet de la santé, particulièrement, mais on l'a vu, c'est aussi pour demain le sujet de l'environnement et les questions liées au travail et à l'emploi. Et puis, le troisième grand enseignement, c'est que c'est un modèle qui, certes, est plébiscité, mais qui est quand même, et on le sait, jugé limité dans sa capacité à financer son développement. Et donc ça, on sait qu'aujourd'hui, c'est un sujet voilà, qui reste et qui restera un sujet important pour le monde coopératif. C'est la question d'arriver à financer, hein, y compris en capitaux propres, le développement des coopératives les plus dynamiques, celles qui ont vocation à se développer en France ou à l'étranger. Et donc là, on voit bien que les Français ont su mettre le doigt sur l'un des grands enjeux du modèle. Voilà. Merci beaucoup, Cédric. Christelle, je te laisse la parole. C'est intéressant de voir donc, comment la vision en France, les Français ont du modèle coopératif. Est-ce que toi, au niveau de l'international, au niveau de cette année internationale des coopératives, est-ce que c'est des enseignements qu'on peut retrouver dans d'autres continents? Amérique du Sud, l'Asie, ils ont aussi des modèles coopératifs mais qui sont une autre dynamique. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se retrouver ou qui est très différent? Oui, en fait, j'écoutais la conclusion de Cédric. Merci pour cette enquête qui est vraiment pour nous très intéressante, très précieuse. Les Français, ils font le même constat
que l'ONU et l'OIT. Donc c'est pour vous dire à quel point ils sont clairvoyants. Ce qui n'arrange pas forcément nos affaires. Je vais vous raconter un petit peu la petite histoire sur l'identité coopérative, comment on a pu s'en saisir et que finalement on en est quand même à la 2e année internationale des coopératives. Donc ça veut bien dire que ça ne fonctionne pas forcément. Donc la méconnaissance, ça c'est un constat qui date d'il y a longtemps, puisqu'on avait fait des enquêtes il y a quand même quelques années, on avait les mêmes résultats. Les coopératives ont toujours préféré être cachées pour préserver leur spécificité, et puis elles n'étaient pas particulièrement lisibles au niveau de leurs droits coopératifs. Enfin bon, il y a quand même pas mal de... On pourrait faire un sujet là-dessus. Donc il y a pas mal de raisons. Dans l'éducation, il y a un déficit incroyable du fait de la minorité du modèle face au modèle capitaliste. Enfin bon, tout ça, vous le savez, je passe, mais c'est en tout cas là-dessus que l'ONU, en 2012, a souhaité que les États promeuvent le modèle coopératif. Et donc, il y a eu, c'est vrai, une effervescence à ce moment-là, en 2012. Vous le savez aussi qu'au niveau, national, nous préparions la nouvelle loi ESS de 2014. Donc, il y a eu quand même pas mal de, que ce soit en France ou à l'étranger, on était tous en effervescence. L'Alliance coopérative internationale, à ce moment-là, a mis en place une marque COP pour justement se démarquer et communiquer davantage sur le modèle, une marque COP qu'elle a laissée libre de droit. Il y a quelques pays qui l'ont adoptée dans leur logo au niveau des organisations fêtières, COP FR, mais aussi COP UK, les coopératives du Québec, enfin il y en a eu quelques-unes, mais honnêtement, ça n'a pas suffi. Et puis, on a quand même, au fur et à mesure, vu des phénomènes, comment dire, de revendication du mot COP, effectivement, dans les noms, dans les signatures. Donc, ça a quand même eu un effet, 2012. Mais force est de constater que le point .COP, par exemple, qui est quand même le nom de domaine .COP, qui est une caractéristique des coopératives qui peut montrer son identité coopérative, n'a pas forcément décollé. Il y a eu une grande consultation sur l'identité coopérative qui est encore en train enfin, elle est finalisée, mais on est encore en train de discuter de l'identité coopérative, puisque il y a une forte identité. Les principes coopératifs datent des pionniers de Rockdale, fin du 19e, mais ils ont été maintes et maintes fois retravaillés. Donc tout ça pour vous dire, je fais un peu vite, pardonnez-moi, on pourra en discuter. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Mais en effet, les coopératives elles-mêmes n'ont pas eu le sentiment que ça servait à grand-chose de revendiquer leur label COP. En tout cas, elles ne sont pas allées sur ce terrain-là. Quand on les interroge, il y a quelques études qui sont explicites là-dessus. Quand on les interroge, elles ne voient pas tellement ce que ça peut amener. Et puis aussi, il y a une question de congruence, il y a une question de cohérence avec les attentes alors des Français, mais aussi dans le monde. Ce que je vous dis, c'est valable pour tout le monde. Tous les pays, tous les continents sont dans le même cas de figure. Alors la congruence, c'est quoi? Là, on entend les aspirations des Français, les attentes des Français, mais effectivement, ils ont une image de la coopérative qui n'est pas forcément celle qui est dans la réalité. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, des coopératives agricoles sur le volet alimentaire qui ont pourtant fait des grandes pubs de notoriété, qui ont mis en place une plateforme préférence coopérative, enfin bon, qui ont essayé. Et finalement, les Français ne voient pas trop la congruence avec le modèle qu'ils ont en tête.
on voyait, hein, notamment sur les salariés, les coopératives agricoles, les salariés ne sont pas les associés. Donc, il y a quand même un brouillage aussi qui ne va pas dans le bon sens, hein. C'est vrai que c'est un modèle qui est tellement hétérogène, c'est assez difficile de communiquer sur les mêmes sujets. Mais on a, par exemple, on a quelques coopératives agricoles, hein, quand même, qui sont saisies du COP. Par exemple, Sodial, qui est quand même une grande coopérative laitière, qui, sur le produit Candia, a tenté d'écrire que c'était issu d'une coopérative. Enfin bon, mais pour le moment, en tout cas, ils sont assez timorés, hein, sur les produits, les labels, le fait de revendiquer ce modèle. On a, et vous l'avez tous vu sans doute, les coopératives de commerçants qui, elles, revendiquent davantage, et c'est peut-être ce qui peut étonner ceux qui ne sont pas véritablement dans le mouvement coopératif, mais c'est vrai que là, ça bouge du côté des coopératives de commerçants qui revendiquent, Coopérative U, qui était Système U il y a encore peu de temps, donc Dominique Schelcher, mais aussi Serge Papin avant lui, hein, revendiquent leur modèle coopératif jusqu'à changer leur nom. Mais on a aussi Sport 2000, par exemple, qui, dans son nom, a changé donc, le nom de la coopérative, qui s'appelle Séraclès Coopérative. On a Orpi, qui est quand même un des leaders dans le logement, qui, dans sa baseline, dit l'esprit coopératif. Enfin, il y en a pas mal, hein. Best Western revendique beaucoup son statut. Enfin, il y en a beaucoup, et de plus en plus. Mais effectivement, on ne sait pas forcément que Intersport, Chris, que sais-je, sont des jouets clubs, sont des coopératives. Donc, il y a sûrement du travail à faire, mais il y a quand même une revendication. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu une résurgence du COP dans les noms. Bon, il y a Biocop, évidemment, hein, qui ne date pas d'hier, mais les noms des supermarchés coopératifs participatifs, enfin, tous les nouveaux modèles de coopératives, c'est vrai qu'ils ont tendance à ajouter COP à leur nom, hein, l'Alliance des licornes, par exemple, Télécop, Mobicop, Enercop, enfin bon. Donc, il y a quand même cette prise de conscience, mais c'est quand même pas, comment dire, c'est pas revendiqué de manière grand public, quoi. Pardon, hein, pour l'Alliance des licornes, hein, mais je vois C'est qui le patron, qui est une coopérative, hein, c'est une coopérative de consommateurs qui est en SIC. Bon, regardez comment les reportages sont faits. C'est rare qu'on entende que c'est une coopérative. Eux, ils communiquent sur le fondement des coopératives de consommateurs, le prix juste, le soutien aux producteurs. Ils ne communiquent pas du tout sur le fait d'être une coopérative. Donc, c'est vrai que ça peut faire réfléchir aussi. Est-ce que c'est suffisant d'indiquer COP? Voilà, moi, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, il y a plusieurs choses qui sont tentées. Le Crédit Mutuel est très pédagogue, mais il ne dit pas franchement qu'il est coopératif. Et pourtant, c'est dans le secteur bancaire coopératif, c'est un peu les seuls qui revendiquent ce modèle, hein. C'est vrai que ça fait un peu chasse gardée, en effet, puisque tout le monde a en tête les clients sociétaires. Mais moi, je dis qu'il y a de la place pour les autres banques coopératives, hein. Donc, Cédric, en effet, je pense que les caisses d'épargne ont quelque chose à faire d'assez… Non, mais c'est vrai que ça serait quand même bien que toutes les banques les banques coopératives revendiquent leur modèle coopératif. C'est pas uniquement un territoire de marque pour Crédit Mutuel, hein. Enfin, voilà, Merci, sur la Christelle. France, voilà, sur l'international, hein, vous avez quand même au Japon beaucoup de coopératives de consommateurs. Et par exemple, c'est vrai que c'est mieux connu, mais c'est quand même pas, faut pas exagérer, mais c'est mieux connu au Japon. Pourquoi? Parce qu'aussi, il y a énormément de coopératives de consommateurs, ils ont énormément associé les femmes
beaucoup de femmes sont sociétaires des coopératives de consommateurs. Ils se sont aussi impliqués dans beaucoup de campagnes citoyennes. Donc, en fait, ils dépassent même le cadre de la coopération. Hein. Donc, il y a beaucoup d'actions citoyennes, d'engagement. Et puis aussi, ils ont ils ont une interdiction de commercer avec des non-membres. Donc, en effet, tout le monde veut en être, hein, du fait que la coopérative de consommateurs, je le rappelle, c'est quand même le prix juste. Hein. Donc, à la fois, les questions environnementales et les questions de juste prix sont considérées très fortement dans ce type de coopérative. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vois que ça tourne. Bon, à l'occasion, on s'en reparlera. Mais voilà, c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi les différents types de coopératives. Hein, et là, moi, j'entends beaucoup les salariés. Ben, c'est quand même très minoritaire, en fait. Et dans le monde aussi. Hein, dans le monde, la coopération de salariés associés n'est pas majoritaire. Donc, quand on parle de modèle coopératif, c'est beaucoup les coopératives d'entreprise, hein, les artisans qui se regroupent, hein, c'est un véritable enjeu. Hein. Les commerçants, les agricoles, et puis les consommateurs. Et les banques, moi, je les mets plutôt dans les consommateurs. Mais voilà, on pourra s'en reparler, mais en tout cas, voilà, une belle année internationale qui nous permet d'avoir cet échange. Merci Christelle. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat, sauf si quelqu'un avait une question qu'il n'osait pas poser dans le chat, laissez le moment, on se gagne encore 5-10 minutes. Sinon, peut-être Guillaume, vous avez posé une question assez pointue dans le chat. Peut-être que vous pouvez expliciter et poser la question à nos deux intervenants ou aux autres membres s'ils veulent répondre par ailleurs. Je vous laisse la parole si vous voulez. Oui, merci. Du coup, effectivement, je bouquine en ce moment le dernier bouquin de Simon Cotin-Marx et de Baptiste Milondo, Travailler sans patron, qui souhaite mettre en pratique l'économie sociale et solidaire. Et donc, au début de leur ouvrage, avant de proposer des exemples pratiques de coopératives ou de SCOP qui ont pu faire évoluer leur modèle, ils ont évoqué ce sujet de la dégénérescence. Enfin, voilà, les auteurs ont évoqué le sujet de la dégénérescence des organisations démocratiques. C'est un sujet que moi, en tant que sociétaire et en tant que client de coopérative, je constate également, puisque je prends par exemple Caisse d'épargne qui est ma banque, et j'ai choisi cette banque parce que c'est une coopérative. J'avoue avoir des difficultés pour m'impliquer en interne et de voir un peu cette difficulté parfois de rentrer dans une coopérative qui a changé de taille. Le fait d'avoir une grande taille, parfois, le fait de se retrouver dans une assemblée générale alors qu'on n'est pas technicien fait que ça peut être extrêmement difficile de rentrer sur des enjeux financiers. Ce qui m'a amené dans d'autres coopératives à chercher à voir comment est-ce qu'on peut faire l'éducation populaire auprès des membres en les sensibilisant et en les formant sur les outils financiers et budgétaires pour mieux les comprendre et prendre leur part dans ce scénario-là. On voit qu'il y a une sorte de technocratisation d'experts, d'administrateurs très spécialisés qui prennent en fait le pas sur l'idéal démocratique. Et je pense que voilà, c'est le cas un peu de tous ces changements d'échelle. Comment est-ce qu'on peut faire face dans cette année 2025 à cette problématique qui est l'idéal démocratique voilà, lié au changement d'échelle. Merci. Est-ce que Cédric ou Christelle, vous voulez apporter votre avis, un éclairage? Le changement d'échelle, c'est vrai que c'est une vraie question. L'éducation populaire, c'est aussi quelque chose qui est sous-tend à tout ce qui est l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous avez des outils là-dessus, justement, au niveau de la fédération, peut-être? Comme la caisse d'épargne citée, oui, volontiers, pour donner une illustration. Alors nous, je dirais qu'on n'est vraiment pas le bon exemple à prendre parce que nous, on n'a jamais vraiment dégénéré parce qu'on commence juste à générer à générer le modèle coopératif caisse d'épargne, en fait, puisque les caisses d'épargne, c'est une grève coopérative en 99. Donc, il faut imaginer une boîte qui n'a pas été coopérative pendant 180 ans. Et du jour au lendemain, ça s'est passé comme ça, du jour au lendemain, il faut lever 4 milliards, auprès des clients pour constituer un capital social. Et donc, on vend 4 milliards de parts sociales du jour au lendemain. Donc, on ne peut pas dire que c'était la meilleure manière de rentrer dans le modèle coopératif.
Je rajoute à ça qu'en plus, on a une spécificité, c'est qu'en plus, nos sociétaires ne sont pas détenteurs du capital de leur caisse d'épargne directement, ils détiennent des parts d'une société locale d'épargne qui détient elle-même une partie du capital de leur caisse d'épargne. Donc, en plus, on a construit un modèle un peu compliqué, un peu intermédiaire, donc ce qui ne facilite pas non plus la vie démocratique. Mais ce que je peux dire, c'est que je ne connais pas d'organisation ou de société qui n'est pas touchée par la dégénérescence à un moment ou à un autre. Enfin, je veux dire, la dégénérescence est une issue normale et logique à tout groupe humain. Hein. Je veux dire, quels sont les groupes humains qui ont survécu pendant des milliers d'années et qui peuvent prétendre aujourd'hui être en pleine santé. Donc, je dirais qu'à la limite, c'est presque, pour moi, c'est enfoncer presque une porte ouverte. La question, c'est comment ce modèle, on le fait vivre, on le dynamise, on le redynamise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, en tout cas nous, pour notre secteur d'activité, et je sais que ça fait partie des pressions que subit l'ESS par ailleurs. Aujourd'hui, typiquement, les instances de régulation, notamment la Banque centrale européenne ou les régulateurs européens, nous imposent, hein, on va le dire comme ça, une montée croissante et permanente en compétences, notamment des administrateurs. Donc on fait nous-mêmes un gros travail, je ne sais pas si c'est d'éducation populaire, mais en tout cas de formation de nos administrateurs pour leur permettre de mieux appréhender les enjeux et les sujets de la banque, parce que ça devient fondamental. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette pression en permanence de dire, mais vous êtes un drôle de modèle, non seulement vous n'êtes pas OPAble, donc ça généralement on n'aime pas trop hein, quand on régule les marchés d'avoir des entreprises qui ne sont pas facilement OPAbles, et en plus, vous avez dans votre gouvernance des gens qui sont capables de prendre des décisions stratégiques, de peser sur les orientations stratégiques, qui ne sont pas des professionnels. Et autant vous dire qu'aujourd'hui, je pense que c'était juste pour donner cette illustration, mais on pourrait en parler pendant des heures, hein, comment on sécurise aussi les bonnes pratiques de gouvernance en interne, etc. Moi, je suis un fin partisan des statuts. Je pense que les statuts, c'est fondamental. C'est comme la constitution de notre pays. Vous voyez, c'est à un moment donné, il faut pouvoir avoir des statuts extrêmement solides. Et je trouve que souvent, on ne fait pas un travail suffisant sur la partie statutaire. Mais là, en l'occurrence, on a cette pression aujourd'hui, notamment de l'échelon européen. Et je sais que le labo, Hugues à l'époque et d'autres se sont beaucoup impliqués pour faire reconnaître davantage l'ESS et les coopératives au niveau européen. Et je pense qu'on a encore un gros travail d'acculturation, en tout cas pour notre secteur d'activité, parce que les tendances ne vont pas dans le sens d'une promotion et d'une valorisation du développement du modèle coopératif, en tout cas à l'échelle bancaire européenne. Voilà. Ok, Christelle, un dernier mot? Sinon, on va devoir Oui, s'arrêter. On a atteint oui, les... oui, ce que je peux dire, c'est que, bon, comme je vous disais, le modèle coopératif, il est très hétérogène. Hein. Donc, les taux de participation sont pas, sont pas nuls. Hein. Je veux dire, dans les banques, c'est 8%. Mais 8% de millions de personnes, c'est beaucoup. Hein. Donc, il y a quand même des taux de participation importants. Ceci dit, là, on est sur des clients et des consommateurs. Donc, on ne peut pas comparer avec des salariés associés qui vont être peut-être plus en lien avec les décisions. En tout cas, bon, pas toujours hein, d'ailleurs. Hein, je crois qu'on est un peu sur le fantasme parfois. Mais en tout cas, c'est quand même plus simple pour eux de se sentir concernés. Et pour les coopératives d'entreprise, les entrepreneurs, hein, les dirigeants, les commerçants, les agriculteurs, les artisans, pour eux, ils ont un très très fort taux de participation. Pourquoi? Parce que c'est la survie de leur entreprise. Hein. Donc, je crois que quand on parle du modèle, peut-être qu'il faut préciser de quel modèle pour pouvoir penser que y a comment dire, que le côté démocratique ne fonctionne pas. Il fonctionne quand il y a un intérêt fort. Et c'est vrai que pour les consommateurs, c'est moins palpable. Ok, l'exercice est fini, les 40 minutes, c'est fini. Mais c'est toujours un timing serré et frustrant. Mais c'est aussi l'objectif d'aller à l'essentiel. Là, je crois qu'il y a eu pas mal d'échanges, en particulier sur la démocratie dans les organisations coopératives. C'est très intéressant. Je vous dis merci beaucoup. N'hésitez pas vraiment à retrouver plus en détail l'étude de la fédération sur son site. On vous l'a mis dans le chat. J'imagine que s'il y a des questions plus pointues, plus précises, Cédric pourra peut-être vous apporter quelques éclairages. Et puis, l'année internationale n'est pas finie, Christelle. Elle se termine dans quelques mois. Donc, n'hésitez pas à regarder également le site de COPFR pour voir
toutes les animations qui sont proposées, découvrir la flamme coopérative aussi. Se balade de oui, site en il site. circule. Voilà. Et puis voilà, donc moi je vous dis à très bientôt. Il y aura encore un prochain 30 minutes d'ici la fin de l'année, donc je vous enverrai une invitation. N'hésitez pas à diffuser justement ces petits formats dans vos réseaux, donc surtout quand vous êtes tête de réseau, l'idée c'est bien que ça se diffuse auprès du plus grand nombre. Et puis le replay de ce matin sera bientôt accessible sur notre page YouTube. Et puis, je vous enverrai un mail à ce moment-là. Merci beaucoup, Cédric, et Merci. merci beaucoup, Christelle. Et puis, Merci. à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au Au revoir. revoir.